Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Renforcer la résilience des infrastructures pour prévenir les catastrophes naturelles telles que causées par la crue du fleuve Congo est l'une des mesures devant faire l'objet d'un suivi assidu dans les prochains jours. C'est l'instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de la 121e réunion du Conseil de ministres. À suivre dans ces journaux. Une conférence de presse s'est tenue ce samedi 13 janvier 2024 à l'hôtel du gouvernement, animée par Bintou Keïta, représentante de la mission onusienne, et Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères. Cette rencontre s'est apaisantie sur le phase séquentiel des retraites de la MONUSCO sur le sol congolais. À suivre également dans cette édition du journal. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, dans le cadre du processus de désengagement de la mission onusienne en République démocratique du Congo, une conférence de presse est tenue ce samedi 13 janvier 2024 à l'hôtel du gouvernement, animée par Bintou Keïta, la représentante de la mission onusienne, et Christophe Lutundula, le ministre des Affaires étrangères. Cette rencontre s'est apaisantie sur le phase séquentiel des retraits de la MONUSCO sur les sols congolais. Suivez. L'objet de cette conférence était de statuer sur les processus de désengagement de la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Devant le professionnel de médias, la représentante de la mission onusienne en RDC, Bintou Keïta, et le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, se sont étendus chacun sur les démarches procédurales engagées pour aboutir à la mise en exécution de ce plan de retrait. Lors de sa prise de parole, le chef de la diplomatie congolaise a brossé la situation sécuritaire du pays. Abordant la question sur le retrait de la MONUSCO, il a tenu à préciser que cela n'est pas synonyme de la fin de la guerre dans la partie orientale du pays. Néanmoins, ce retrait est un accomplissement des accords signés avec les Nations Unies. Je crois qu'il faut d'abord apporter une précision de taille, plutôt la rappeler, parce que nous l'avons dit à maintes reprises, chaque fois que l'occasion nous a été donnée de nous adresser à l'opinion. Le retrait de la MONUSCO, je veux marteler, n'est pas la fin de la guerre, encore moins la fin de la crise sécuritaire à l'Est. Je le reprends de la manière la plus claire, le retrait de la MONUSCO n'est pas égal à la fin de la guerre, à la fin de la crise sécuritaire, qui est un concept global. Bintou Keïta est revenu par ailleurs sur les phases séquentielles mises en place pour l'effectivité de ce plan de retrait, mais également a annoncé que 14 bases de la MONUSCO seront cédées au FARDC. Par rapport au plan de désengagement, il y avait 3 groupes de travail. Dans ce contexte, la stratégie, ça a été, et en excellente entente encore une fois avec les partenaires forces de sécurité nationales ici à Kinshasa, pour déterminer combien de bases seront reprises par les forces de sécurité nationales. Dans le contexte du Sud Kivu, je ne vais pas parler de l'ensemble par rapport aux autres phases, il y a 14 bases qui devront être reprises par les forces de sécurité nationales. Cet entretien avec la presse est une mise au point pour fixer l'opinion sur la mise en application et les retombées du plan de départ de la MONUSCO. Renforcer la résilience des infrastructures pour prévenir les catastrophes naturelles telles que causées par la crue du fleuve Congo est l'une des mesures devant faire l'objet d'un suivi assidu dans les prochains jours. C'est l'instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de la 121e réunion du Conseil de ministres. Le chef de l'État a également martelé dans son premier point de communication sur un lotissement responsable.
Plusieurs provinces riveraines du fleuve Congo, à l'instar de Kinshasa, Tchopo, Congo central, pour ne citer que celles-là, sont touchées par la montée des eaux, situation qui dure depuis près d'un mois déjà. Cette catastrophe naturelle a fait l'objet de l'un des points de communication du président de la République lors de la 121e réunion du Conseil de ministres. Mettant lui-même cette question sur la table des échanges, le président Félix Tshisekedi a vivement déploré le sinistre causé par la situation. Il a appelé ainsi les gouvernements à redoubler de la vigilance pour éviter les conséquences sanitaires liées aux dégâts. Ciblant la vétusté des infrastructures publiques comme l'une des raisons ayant occasionné ces lourdes pertes, tant matérielles qu'humaines, le président de la République a martelé sur la mise en place d'une politique responsable de résilience. Ces questions, a-t-il précisé, feront l'objet d'un suivi assidu au cours des prochains mois afin que puisse être renforcée la résilience de nos infrastructures face à la survenance de telles catastrophes. Au regard de cette évidence, il est possible à en croire le chef de l'État de limiter les dégâts du réchauffement climatique contre lequel la République démocratique du Congo lutte. D'après la régie de voies fluviales, cette crue du fleuve a atteint 6,20 mètres. Mais le perceptif de sa décrue s'annonce bonne. Toujours dans ce même chapitre, définir une stratégie nationale du climat à court, long et moyen terme. C'est l'un des objectifs assignés à l'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat. Le président de la République a instruit au cours de cette même réunion du Conseil des ministres, le gouvernement, particulièrement le ministre du secteur concerné, de garantir la bonne exécution des fonds devant aboutir à l'implantation de cette infrastructure de portée non seulement locale, mais aussi régionale. On écoute à propos les porte-paroles du gouvernement. Le président de la République a exprimé sa satisfaction au sujet des retombées de la conférence des parties des Nations Unies pour le climat qui s'est tenue à Dubaï en novembre dernier, principalement celle relative à la levée de fonds de partenariat pour la nouvelle économie du climat, dont les souscriptions s'élèvent à 62 millions de dollars américains. Le fonds pour la création de l'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat, financé par la Fondation Bezos Earth Fund et dont l'implantation se fera dans notre pays. Cet institut, qui aura une vocation à la fois nationale et régionale, réunira des experts et des scientifiques de renommée nationale et internationale pour travailler sur les questions liées à l'économie du climat en République démocratique du Congo et dans la région du bassin du fleuve Congo. Cet institut va coordonner, voire centraliser, les recherches des organismes existants dans les domaines du climat afin de créer une cohérence des politiques sur le climat dans notre pays et définir une stratégie globale du climat à court, moyen et long terme. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, et les ministres des Finances, en collaboration avec les cabinets du président de la République, ont été instruits de travailler en synergie en vue de garantir la bonne exécution de ces fonds. S'agissant de l'Institut du bassin du Congo pour la nouvelle économie du climat, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, le ministre de la Recherche scientifique, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, à identifier dans le meilleur délai un site qui pourra accueillir ces nobles instituts, de même que les meilleurs spécialistes qui pourront travailler afin de faire de ce pôle scientifique un pôle d'excellence et des références internationales. Dans un autre chapitre, le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu dans la semaine au Palais de la Nation une délégation de chefs des confessions religieuses de la République démocratique du Congo. Ces derniers ont présenté leurs félicitations pour la brillante réélection du chef de l'État et ont rassuré le président de leur accompagnement tout au long de son deuxième mandat. Suivez. Cette réunion revêt une importance particulière en soulignant la coopération entre le pouvoir politique et les institutions religieuses. Les félicitations et les soutiens des chefs religieux témoignent d'une volonté commune de travailler ensemble pour le bien-être national. Le porte-parole du collectif, le pasteur Ejiba Yamampia, suggère une volonté active des contributions des leaders religieux à la gouvernance pendant les deuxièmes mandats du président Tshisekedi. Les félicitations sincères pour sa brillante réélection. Nous sommes déterminés à l'accompagner à ce deuxième mandat.
Et quand vous demandez comment le président a réagi, il a dit effectivement, j'ai besoin de votre accompagnement dans les domaines de la paix, dans les domaines du développement et dans les différents domaines pour le bien-être de notre population. Le porte-parole du collectif présente la nécessité d'une coopération continue entre le gouvernement et les leaders spirituels pour relever les défis sociaux et promouvoir la paix. Cette rencontre entre le pouvoir politique et les chefs religieux témoigne ainsi d'une dynamique de collaboration constructive en faveur de la stabilité et du progrès en République démocratique du Congo. 705 milliards de francs congolais, soit environ 266 millions de dollars américains, c'est la somme prévisionnelle des dépenses levées par le gouvernement congolais pour l'exercice 2024. C'est ce qu'indique l'annexe explicative d'analyse des prévisions des dépenses du ministère du Budget. Le même document relève aussi que plus de 40 milliards de francs congolais ont été arrêtés à l'exercice budgétaire de 2024 pour l'ensemble de l'économie nationale. Les détails de Osé Kabamba. Publié par le ministère du Budget, ces documents portant sur le projet du budget exercice 2024 indiquent qu'une somme prévisionnelle de dépenses s'élevant à 705 milliards 508 millions 225 322 francs congolais, soit près de 266 millions de dollars, a été levée par les gouvernements centrales. Ces textes précisent aussi que cette prévision est répartie aux différents sous-secteurs, notamment les charges communes, 290 milliards 992 millions 35 288 francs congolais, les financements des réformes, 22 milliards 471 millions 700 219 francs congolais, les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques, 9 milliards 673 millions 335 554 francs congolais, ainsi que la rémunération des 158 milliards 665 millions 250 368 francs congolais. Ces documents renseignent aussi que plus de 40 milliards de francs congolais, soit près de 16 millions de dollars américains, ont été arrêtés pour l'économie nationale. S'agissant du fonctionnement du ministère, les documents indiquent qu'une somme de 4 milliards 303 millions 755 269 francs congolais a été retenue en prévision notamment pour les fonctionnements courants, l'installation des 4 directions standards et de la cellule technique d'appui, ainsi que la prise en charge des dépenses du Fonds des régulations économiques. Autre chose à signaler dans ces journaux, après la décision du Conseil d'État se déclarant incompétent pour juger l'affaire des candidats députés ou conseillers communaux invalidés, David Bouango, juriste et analyste politique, estime que cette décision est tout à fait logique car la matière électorale revient à la CENI concernant la suspension des gouverneurs figurant sur la liste des invalidés, dont celui de Kinshasa. Il demande à son intérimaire d'établir un petit projet de société sur lequel il va se baser pour gouverner la ville. On l'écoute dans ses propos recueillis par Claude Congo. Les différents candidats qui ont été invalidés par la CENI devraient en principe attendre la décision officielle, c'est-à-dire la publication des résultats provisoires du législatif pour saisir la Cour constitutionnelle, parce que la matière elle est électorale. Donc seule la Cour constitutionnelle pouvait prendre une décision quant à ça. Mais ils sont partis beaucoup plus en besoin en saisissant le Conseil d'État, qui est une juridiction administrative, parce que considérant que la décision de la CENI étant une décision administrative, voilà pourquoi la CENI s'est déclarée incompétente, parce que la matière elle est électorale, réservée exclusivement à la Cour constitutionnelle. Je crois qu'il y a le gouvernement provincial qui est là. S'il va travailler avec cette même équipe, il va lui-même concevoir un petit programme. Et d'ailleurs, le délai est très court, comme vous venez de le dire. Donc, voir quelles sont les propriétés. Actuellement, par exemple, présentement à Kinshasa, il y a des inondations. Il doit s'occuper de tous ces problèmes, toute la population qui est dans l'eau présentement, voir qu'est-ce qu'il peut apporter comme solution ou aide à toute cette population. Le franc congolais subit une dépréciation sur le marché des changes et cela influe sur le prix des denrées alimentaires des premières nécessités sur le principal centre de négoce. C'est les points de vue émis par quelques commerçants de la capitale. Les points sur la situation avec Divine Mouinze et Céline Chamala. La hausse de prix des denrées alimentaires sur le marché est dans toutes les lèvres à Kinshasa. Les prix de la plupart de ces biens ne cessent de flamber.
C'est le cas de la farine de manioc, dont le prix d'un sac avoisine 220 000 francs congolais, revenant il y a moins d'un mois à 180 000 francs congolais. Le riz, un autre aliment de grande consommation, se vend à 80 000 francs pour un sac de 25 kg contre 74 000 francs congolais au mois de décembre. Pour ce mois de janvier, la situation est loin de s'améliorer. Le bidon d'huile de 5 litres se négocie actuellement à 28 000 francs congolais contre 26 000 francs congolais un mois plus tôt. Cet accroissement se fait ressentir également dans les produits vendus en détail. Le cas d'une boîte de tomates de qualité optimale qui passe de 500 francs congolais à 600 francs congolais. Pour les commerçantes, toutes ces variations de prix font suite à la dépréciation de la monnaie nationale et surtout à la politique économique du pays qui demeure jusque-là extravertie. Cette année, rien ne s'améliore, les prix des denrées alimentaires sont en hausse, surtout le taux de change qui ne cesse d'augmenter du jour le jour. Nous sommes obligés d'acheter nos marchandises au taux de 28 000 francs congolais. À l'époque, nous achetons un sac de farine de semoule à 50-55 000 francs, mais actuellement, nous l'achetons à 220 000 francs. Chaque jour, nous rajoutons de l'argent pour acheter nos marchandises. Nous sortons tôt les matins pour rentrer le soir, main bredouille. Nous demandons aux autorités d'améliorer le social de la population. Depuis 4 heures, biloko tellement électrique. Nous avons 5 000 francs. Naban. Nous 5 000. Notons que, présentement, un dollar américain s'échange contre 2700 francs congolais sous le marché parallèle, situation qui ne devrait qu'empirer l'inflation dans le pays. Et pour terminer, dans la commune de Kintambo, l'avenue Oya, dans son tronçon compris entre les avenues d'Imaya et Refuge, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cette situation qui dure depuis environ 3 ans met en mal les quotidiens des habitants du coin, des usagers et des personnes exerçant des activités commerciales aux environs de cette artère. Osé Kabamba et Sélé Chamala s'étaient rendus sur place. Suivez. De caniveaux bouchés, de eaux usées stagnant sur la chaussée, l'avenue de l'Oia, dans son tronçon compris entre les avenues du Maya et Refuge, dans la commune de Kintambo, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Le même constat s'est fait un peu plus loin, dans son croisement avec l'avenue Komoriko, en remontant vers l'hôpital des références de Kintambo. À en croire les habitants de cette avenue, cette situation serait causée par les déversements des eaux usées de certains ménages dans les canalisations déjà bouchées. Face à ces dilemmes, quelques résidents du coin et commerçants de la place ont fait part de leur indignation avant de lancer un SOS aux autorités compétentes. Le problème se situe à 2 niveaux. Premièrement, les canalisations d'eau sont bouchées et deuxièmement, certains résidents du coin déversent les eaux usées qui débordent sur la chaussée. Ça fait 3 longues années que cette artère se trouve dans un état de délabrement très avancé. Il y a plusieurs avenues, notamment d'Ibaya, Madimba, Tabora, qui sont dans un état de délabrement très avancé. Nous vivons une situation extrêmement difficile. Cela fait 3 ans que tous ces caniveaux sont bouchés et ce tronçon de l'avenue de l'OUA demeure impraticable. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Nous sommes obligés de prendre une moto, moyennant 500 francs, pour traverser de l'autre côté, afin d'atteindre Kintambo Magasin. L'état de délabrement de cette route, comptant parmi les principales artères de Kintambo, a une incidence sur les coûts du transport en commun, comme en témoignent ces conducteurs de taxi-moto. Après une forte pluie, il nous est difficile d'emprunter cette route, de même pour les taxis. Certains conducteurs de moto ne maîtrisant pas bien l'avenue, tombent dans les eaux sales, se blessent ou se fracturent. Au vu de tous ces risques, nous, les motocyclistes, nous revoyons à la hausse le prix de la course. Outre l'avenue de l'Oia, plusieurs artères de la commune de Kintambo demeurent depuis de lustres dans un piteux état, d'où l'appel lancé à l'autorité urbaine de se pencher sur la question. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel du titre. Renforcer la résilience des infrastructures pour prévenir les catastrophes naturelles telles que causées par la crue du fleuve Congo est l'une des mesures devant faire l'objet d'un suivi assidu dans les prochains jours. C'est l'instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de la 121e réunion du Conseil des ministres.
Et puis vous avez suivi dans ce journal une conférence de presse qui s'est tenue ce samedi 13 janvier 2024 à l'hôtel du gouvernement, animée par Bintou Keïta, représentant de la mission onusienne, et Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères. Cette rencontre s'est apaisantie sur les phases séquentielles, le retrait de la MONUSCO sur le sol congolais. Fin complète de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.